pour poursuivre notre entretien, tout ce que vous nous avez dit est d'une grande importance, et c'est même sans doute l'essentiel. Cependant, ne craignez-vous pas que tout cela reste un petit peu trop philosophique, tout de même? Encore une fois, il ne s'agit pas de faire de la philosophie, d'une affaire de philosophe, apprenti ou professionnel. Il s'agit d'affronter une problématique qui est au cœur du désastre et qui constitue une clé idéologique et politique majeure. Un bon signe, si je puis dire avec une pointe d'humour. Cette approche que j'essaye de formuler a toutes les chances de défriser ceux qui se disent philosophes, comme de laisser incrédules tous ceux qui se pensent politiques. Mais peu importe. Revenons-y pour creuser encore un peu la question. En effet, si universel signifie ce qui est généralement vrai, s'il est le produit presque obligé de la faculté d'abstraction, souvenons-nous de Philippe Muret, nous vivons désormais immergés au sein d'un immense parc d'abstraction. Bref, si l'universel c'est l'invariant des multiples instances du réel, autorisant une taxinomie totale, autrement dit une chosification et une factorisation technique de tout, alors il se dissout dans l'itération de son principe et l'universel ultime d'abstraction en abstraction, c'est-à-dire de soustraction en soustraction, est une vapeur, selon le diagnostic de Nietzsche, penseur du nihilisme. Dans ce cadre foncièrement nihiliste, tout se vaut, tout se remplace. Tout se vaut, tout se calcule, tout se remplace. Là se trouve le véritablement grand remplacement. Les autres, tous les autres, n'en sont que des épiphénomènes, dont le remplacement des peuples, même si les conséquences sociales, historiques, culturelles de ce dernier sont les plus dramatiques. Nous y sommes, à tourner en rond toujours plus vite autour du néant, cherchant asymptotiquement à le rejoindre. Ce n'est pas avec une quelconque martingale politique ou un patchwork démagogique de positions que l'on pourra se sortir de cette spirale mortifère. Ce n'est qu'à la condition d'avoir compris les enjeux de fond et proposer les voies et moyens d'une réorientation de même calibre. Il ne suffira pas de colmater les brèches, de rétablir autant que faire se pourra ce qui va à volo, de pallier les principales dérives en cours. Pourtant, il y a bien une valeur pratique, une utilité à la généralisation. C'est une forme de l'abstraction. Or, l'abstraction n'est-elle pas précisément ce qui caractérise la pensée humaine? Oui, bien entendu. Mais s'il y a bien une acception utile, et seulement utile, pratique, de la généralité, le général n'est pas l'essentiel. Le commun en est même l'ennemi le plus acharné. L'abstraction n'est pas la vérité, moins encore son symbole. Or, l'homme vit et existe au sein d'un monde de part en part symbolique. Le général ne manifeste qu'une opération logique au sein du pragmatique, une façon de se repérer, d'organiser, de s'organiser, de s'y retrouver. Le symbole, lui, manifeste l'absence au sein de la présence, l'incommensurable au sein du commensurable. Et les deux adjointés forment l'horizon de la vie proprement humaine. On a remplacé l'absence, qui est la plus haute manifestation de la présence, disait Heidegger, par le vide qui seul reste quand on a tout abstrait. L'unité de l'humaine condition relève de la singularité, pas d'une totalisation. Hannah Arendt disait « Ce n'est pas l'homme, une espèce et ses représentants, ce sont les hommes, dans leur pluralité infinie, qui habitent la Terre. » Il en va de même pour les destinées, les peuples, les civilisations. Le couple particulier-universel est utile pratiquement, mais faux essentiellement. C'est le couple singulier-universel qui doit prévaloir dès que l'on touche à l'être humain, à l'humain en tant qu'être, et aux hommes dans leur histoire et leur destin. Comment cerner ce que recouvre le terme de singularité, puisque c'est lui qui est au cœur de cette problématique? Effectivement, il faut peut-être approfondir un peu de ce côté-là. La singularité, ce n'est pas au hasard des gènes, de l'histoire, des circonstances ou de tout ce que l'on voudra.
ce qui distingue chacun, ce qui signe son originalité propre. Cela, ce n'est que la part de distribution aléatoire du commun dont la combinaison donne l'apparence d'une unicité, et seulement l'apparence. C'est pourquoi l'universel comme résultante, comme dénominateur commun de ces aléas, pour finir comme factorisation, c'est-à-dire calcul, ne peut être que néant bavard et illusoirement vivant, théâtre d'ombre au mieux, ou totalisation désastreuse et manipulatrice au pire. La singularité n'est jamais simple partie d'un tout, ni simple particularité close sur ses possibles. Elle est une unicité qui contient le tout, et toujours à nouveau. C'est ainsi qu'à chaque nouvelle naissance, le monde recommence, le monde renaît. L'universel authentique ne peut provenir que de l'approfondissement de la singularité, confère la musique et les beaux-arts, bref, les œuvres, les chefs-d'œuvre. Sa caricature globalisante est fatalement illusoire, idéologique, totalitaire, et elle tangente le néant. La pente qui mène à cette caricature vient de très loin. Posons-nous une simple question. Le petit enfant dit-il, pense-t-il, moi, avant de dire toi, ou l'inverse? L'inverse. C'est la perspective originelle qu'il faut sans cesse reconquérir. Platon, il y a longtemps déjà, appelait à une conversion du regard. C'était alors que la Grèce sombrait. Ce n'est pas par malchance ou en raison d'un concours de circonstances malheureux que nous sommes dans cette situation. C'est une affaire très ancienne. Simplement, elle prend des proportions gigantesques avec l'accomplissement planétaire des temps modernes, et par là elle rencontre sa limite, elle qui n'en veut connaître aucune. Elle nous contraint à la prendre à bras-le-corps. Elle est devenue la question politique, si inaperçue soit-elle, en cette matière. Comment donc articulez-vous singulier et universel? Logiquement, si je puis dire, en fonction de ce qui précède, il faut réinscrire l'universel dans la singularité, pour éviter tant l'écueil de l'universalisme artificiel et néantogène que l'on a dit, surtout depuis qu'il est devenu explicitement diktat idéologique, politique et visée totalitaire, tant cet écueil donc que celui d'une prétendue singularité qui serait sui generis et atemporelle, dans la fausse liberté d'une relativité insensée, toutes choses qui la font ressembler au poulet qui court en tous sens après qu'on lui ait coupé la tête. Et tous les jours on apporte de nouvelles illustrations. Que ces deux-là marchent main dans la main dans le cadre de la modernité merveilleusement modernante, confirme cette impérieuse nécessité de la réinscription de l'universel dans la singularité et de cette dernière dans son propre. Tentons d'aller encore un peu plus loin. Il y a une dimension transcendantale inhérente à l'agir humain. Cette dimension transcendantale de l'agir humain, et partant de la société des hommes, chaque existence étant nativement un être avec les autres et un être au monde, cette dimension n'est ni une résultante plus ou moins opaque à ses auteurs, un effet du collectif dans l'horizon du temps vulgaire, c'est-à-dire successif, bref, une fausse immanence, laissons cela aux marxismes divers et variés. Cela dit, fausse immanence finalement revendiquée comme autotranscendance par les temps modernes, il faut le noter, ni elle n'est la dimension surplombante et hétérogène d'une transcendance fatalement réifiée, fût-ce dans un au-delà. Ni l'une, ni l'autre. Elle est native et échappe à ces catégories scolaires, immanence, transcendance, catégories scolaires au sens péjoratif du terme, éculées à force d'exploitation, en tout point faussées à force d'être rabâchées, notamment par les professionnels de la profession. C'est l'oubli de cette dimension, de son origine, c'est son incompréhension, ou la fuite devant son défi, qui rendent possibles toutes ces dérives, qui se croient philosophiques quant aux ratiocinations qui en découlent, et qui ne sont au mieux qu'universitaires, c'est-à-dire plus ou moins érudites et parfois estimables, mais mortes. Autrement dit,
La pseudo-immanence, pour garder ce vocabulaire inadéquat, mais dont il est difficile de se passer en première approche, cette fausse immanence qui singe la transcendance en la réduisant à la résultante collective, au global, au commun, au général de la généralité, donc au vide drapé de figures illusoires, à leur tour exploitées au profit de la quête du pouvoir, qui la conçoit donc pour finir comme sa création, sa production, donc qui la pense à la merci de ce qu'elle veut ou peut vouloir. Cette fausse immanence court-circuite toute authentique transcendance, la réalisant encore parce que on ne peut pas ne pas le faire. C'est une affaire de nature humaine, si l'on peut dire, terme, syntagme, disons, discutable. Mais si elle le fait, c'est en mode négatif, retourné contre soi. La génération immanente de la transcendance, tout cela est une apparence. Cette immanence est en fait le reflet inversé de la transcendance elle-même faussée, faussée au regard de sa source initiale, faussée car incomprise, défigurée. Ce qui provient de la racine est cul par-dessus tête, attribué à un hypothétique sommet, et l'erreur est redoublée. La dimension transcendantale de l'agir humain, pour reprendre cette expression, s'inscrit dans la singularité de l'existence humaine. Sans singulier, pas de pluriel, ou bien il ne reste plus que du quantitatif. L'abîme qui nous sépare tous, nous les humains, cet abîme est ce qui nous rend paradoxalement égaux, de sorte que c'est cela même et cela seul que nous avons en partage. Nous sommes les mortels. Ensuite, sur ce fond, ce ne sont qu'écarts singuliers, irréductibles entre eux, de chaque homme à chaque peuple et à chaque civilisation. Sans être au monde, soit sans être d'avance et toujours déjà avec les autres, premièrement si secrètement nos disparus, pas de singulier, et réciproquement. Et seulement et communauté ne s'excluent pas, ils se conjuguent, et ils s'accomplissent, à proportion du degré de civilisation atteint. Les expressions de la singularité, chaque homme, chaque lignée, chaque peuple, chaque culture, chaque civilisation. Qu'est-ce alors que la vraie transcendance, et comment comprendre ce mot dans son sens originel? Encore une vaste question, on a déjà exploré beaucoup de choses qui pourront sembler un peu difficiles. Alors je ne vais pas me défausser vis-à-vis de cette question. Je dirais toutefois qu'on peut éviter de lui répondre, non pas encore une fois qu'elle ne se pose pas ou que la réponse que l'on pourrait y apporter serait sans conséquence. Disons que dans notre situation et face à ce qui survient, sachant qu'encore une fois notre visée est une visée politique, c'est une chose qui pourra se voir peut-être ultérieurement, qui pourra se reconsidérer quand un certain renversement aura au moins commencé de se faire, quand les conditions d'une reprise se seront retrouvées ou auront commencé à se retrouver, et d'abord d'une reprise de notre souffle, asphyxiés que nous sommes par la cavalcade effrénée de la fantasmagorie moderniste. Pour l'heure, il faut résister, analyser, regarder en face, et relever le défi. Par la liquidation de cette fausse opposition, de cette tarte à la crème, immanence, transcendance, etc., qui sert toutefois de référence, même vague, à la pensée, guillemets de rigueur, de tout un chacun, y compris chez les spécialistes. Et surtout, ensuite, le terrain étant, si possible, désencombré, par le retour à la chose même, au sens de la phénoménologie, au sens du slogan même de la phénoménologie. Je renvoie donc à Platon, sa conversion du regard, au petit homme en sa première appréhension du monde, et au-delà, à l'approche phénoménologique, à ce qu'elle révèle de l'existence humaine. Du reste, il faut aussi en parler un peu. L'existence, ce mot est étroitement associé à celui de singularité, et à bien des reprises je l'ai employé en le soulignant. Comme celui de singularité, il peut être mis à toutes les sauces, et il a pris au fil du temps toutes sortes d'acceptions qui font que plus personne ne sait très très bien ce qu'il faut considérer ou comment il faut l'entendre. Il faut donc au minimum, en première approximation, encore une fois, en parler un peu.
Et pour cela, le plus simple, c'est de partir de l'étymologie. Existence, c'est-à-dire sistérer, se tenir et se maintenir au sein du monde, et en même temps, tout à la fois ex, s'éprouver comme hors de lui. En quelque sorte, y être et n'y être pas. Se tenir debout, au milieu du monde, mais depuis une ouverture invisible qui commande son épiphanie. Et cela quand l'homme est cet être, citation, qui a toujours à être ce qu'il est, qui est toujours en avant de soi. Cela peut paraître étrange ou abscon, dit comme cela, et assez abruptement, sans forcément le développer, l'expliciter. Pourtant, c'est autour de cela que les choses se gagnent ou se perdent. C'est un enjeu essentiel sur lequel peut-être on pourra revenir, peut-être à l'occasion d'une prochaine vidéo, laquelle s'efforcerait de montrer et la réalité, y compris quotidienne, de cette donne, et ce qui s'y joue, qui engage la responsabilité de chacun. Pourriez-vous nous dire en quoi ces considérations relèvent du politique? Oui, du politique, comme j'y ai insisté tout au long de notre discussion, et non pas de l'intellectualisme ou de la philosophie, ni non plus d'ailleurs du métapolitique, comme l'on dit quelquefois, du politique, car si nous voulons nous en sortir, il faut aller au fond des choses, poser les bonnes questions, et trouver les points d'appui qui permettent de véritablement trouver les voies et moyens d'une réorientation du cours des choses, au lieu d'ajouter seulement du désastre au désastre ce qui nous guette fort. De rechef, cela vaut aussi et très notablement pour la question de l'identité. Le clivage politique majeur n'est certes plus entre gauche et droite, s'il l'a jamais été, au sens étroit qui plus est que cette configuration a prise au cours de l'histoire. Il est, dit-on, entre identité et mondialisme ou globalisation, entre souveraineté et soumission, pourquoi pas à une Oumma technico-marchande, certains visiblement en rêvent. Il est plutôt, me semble-t-il, ou il serait mieux de le dire de la façon suivante, il est entre singularité vivante et universalisme létal. Et si l'on remonte d'un cran, il relève en fin finale d'un conflit qui se joue au plus intime de ce que nous sommes, demeurer humain, sinon le redevenir pleinement, ou s'échapper radicalement de notre condition, c'est l'ambition du remplacisme technique, prétention illusoire autant que désastreuse. Nous y revoilà.